Monsieur Renoir, merci de m'accorder cette interview. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Alors voilà, donc le verdict est tombé, vous avez pris la peine maximale, 2 ans de prison. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, selon vous, quelles sont les raisons officielles et officieuses qui vous ont amené devant les tribunaux aujourd'hui et qui justifient cette condamnation? Bon, officiellement, donc j'ai été condamné pour 4 vidéos mises sur YouTube, 3 poursuivies par l'ELICRA, 1 poursuivie par des associations mémorielles. Bon, ça c'est la raison officielle, mais officieusement, il est évident qu'on veut me faire taire. Je suis allé en prison, ça ne m'a pas calmé, entre guillemets, j'ai recommencé dès ma sortie de prison. J'ai même passé la vitesse supérieure avec les vidéos. Aujourd'hui, je suis celui qui fait les vidéos révisionnistes sur Internet. Bon, l'État a décidé que c'en était fini avec Vincent Renoir. Donc voilà. Maintenant, je suis condamné à de la prison ferme. En appel, je vais faire appel juste pour gagner du temps, mais je serai aussi condamné à de la prison ferme. Il y a un moment où l'État dit stop. Et l'État, cette fois, a dit stop. Alors justement, un des arguments qu'utilise l'État contre vous serait le fait qu'on vous assimile à un individu dangereux, répandant une idéologie de haine, pervertissant la jeunesse. On trouve cette accusation qu'avait Socrate lui-même. Alors est-ce que vous considérez que vos idées représentent un danger pour l'ordre social, pour l'ordre établi et même la paix sociale en soi? Pour l'ordre établi, il est évident que mes idées représentent un grand danger. En revanche, pour l'ordre naturel, l'ordre voulu par la Providence, absolument pas. Mes idées sont justement, servent à réhabiliter les idéologies d'ordre, les idéologies qui sont conformes à l'ordre naturel voulu par Dieu. Donc il est évident qu'entre la République laïque, athée dans les faits, et ce que je défends, il y a incompatibilité radicale. C'est une lutte entre 2 mondes radicalement différents, entre 2 mondes entre lesquels il ne peut pas y avoir de compromis possible. Le collaborateur Martin de Debrier le disait en 1943 dans son organe Le Lien. Il disait c'est une lutte entre le capitalisme, les forces capitalistes et les forces européennes, nationales-socialistes, une lutte entre 2 mondes, entre lesquels il n'y a pas de compromis possible. Cette lutte s'est achevée en 1945 sur le volet armé, mais elle continue aujourd'hui sur le volet idéologique, et c'est la même lutte à mort. Voilà. Donc, je ne suis pas surpris par ce verdict. Les gens savent parfaitement bien qui frapper. Et on frappe Vincent Renoir qui, lui, arrive et dit « Voilà, moi, je veux réhabiliter le national-socialisme ». Ça, c'est insupportable pour eux. Justement, quand vous parlez de cette dynamique de lutte, un des arguments qu'utilise l'État contre les thèses révisionnistes, c'est l'idée que nous nions la Shoah pour montrer la perfidie du peuple juif, pour ensuite justifier une extermination. Bien sûr. Alors c'est entièrement faux, mais de toute façon, vous remarquerez une chose, c'est que ces gens-là ne discutent jamais en termes de vrai ou faux. Ce que vous dites est-il vrai ou faux? Non. Ces gens-là discutent toujours en termes ce que vous dites est-il bien ou mal. Ils ont remplacé donc le débat vérité-fausseté par le débat bien ou mal. Et ça suffit, c'est très révélateur. C'est le menteur qui agisse comme ça. Quand on a la vérité, quelqu'un arriverait par exemple et dirait « Monsieur Renoir, vous n'avez pas été révoqué de l'éducation nationale pour vos idées révisionnistes, mais vous avez été révoqué de l'éducation nationale parce que vous a surpris dans les toilettes en train de tripoter une de vos petites élèves. » Je ne vais pas dire « Mais vous êtes contre moi, vous voulez m'humilier, vous voulez que les gens me haïssent ?» Je dirais « Non, monsieur, c'est faux. » Et je prouverai que c'est faux. J'avancerai les papiers, tous les documents pour dire « Regardez, j'ai été révoqué pour des raisons de révisionnisme, etc. » À aucun moment, j'irai dire à la personne « Mais c'est mal ce que vous dites. Ah, vous me faites du mal, j'en souffre. » C'est pas ça qui est important. Donc l'important, c'est d'abord de dire « Les révisionnistes ont-ils raison ou tort ?» S'ils ont tort, eh bien on le démontre. S'ils ont raison, et si vraiment la Shoah n'a pas existé, les Champs-Marius n'ont pas existé, alors c'est un fait à prendre en compte, et après on pourra, discuter sur les conséquences à en tirer socialement.
Mais ça ne veut pas dire du tout que parce qu'on a reconnu ça, on va dire qu'il faut massacrer les Juifs, qu'il faut détruire tout de suite Israël, tout de suite ou plus tard d'ailleurs. Je veux dire, c'est pas le problème. Comme j'ai le dit dans mes vidéos, bon, une fois que ce sera reconnu, ça ne veut pas pour ainsi dire, ça ne veut pas pour autant dire qu'on va massacrer les Juifs. Par contre, il est évident que, pour moi, une fois que ce sera reconnu, eh bien, il faudra reposer la question d'Israël dans des termes nouveaux. Je ne nie pas que les Juifs puissent avoir un foyer national, mais ce que je refuse, c'est de voir qu'Israël a été fait dans l'urgence en 1947, a été fait dans l'urgence, donc avec le poids de l'Holocauste qui pesait. Moi je dis, on peut créer un foyer national pour les Juifs, peut-être, mais il ne faut pas qu'il y ait une ombre, enfin un poids sur les discussions. Il faut prendre ça tranquillement et savoir comment faire et ne pas, je dirais, spolier un peuple comme ça, etc. Donc, dire « Ah, mais vous voulez susciter la haine des Juifs », mais ce n'est pas le problème pour l'heure. Le problème pour l'heure, c'est a-t-on tort ou a-t-on raison ? Alors justement, durant le procès, on a pu remarquer que l'un des arguments principaux de la partie qui vous attaquait était le fait que vous seriez, en fait c'est la rhétorique cerveau-malade. On l'a vu d'ailleurs aussi avec Dieudonné, cette tentative de vous faire passer pour un individu malsain, qui peut marcher dans la mesure où si on identifie national-socialisme à idéologie de haine, on se dit seul un cerveau malade peut y adhérer. Donc pouvez-vous nous dire, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans le national-socialisme? Comment vous envisagez le national-socialisme? Alors, d'abord, dans le national-socialisme, ce qui me plaît, comme je le dis toujours, c'est une tentative de restauration de société du bien commun qui passe devant les biens particuliers. Mais lorsque le bien commun est mis au-dessus des biens particuliers, ça ne change rien, puisqu'en fait, le bien commun est le meilleur des biens particuliers. Autrement dit, à partir du moment où on a fait des sacrifices pour qu'une société fonctionne, eh bien le fait que la société fonctionne fait qu'on va bien vivre. Donc à partir du moment où on se serre les coudes et qu'on fait des sacrifices pour le bien commun, les exigences du bien commun et les bénéfices du bien commun nous reviennent et satisfont nos biens particuliers. Le national-socialisme, c'est ça. Le national-socialisme, c'est le retour à l'ordre naturel. Le retour à une société où enfin il n'y aura plus le subjectivisme en plein. Le subjectivisme, par exemple, les homosexuels qui revendiquent le droit au mariage, etc., eh bien, on ne va pas, par exemple, persécuter les homosexuels, mais on leur dira, chez vous, en privé, mais on ne peut pas faire une loi de vos justifications subjectives. Voilà, c'est de vos réclamations subjectives, en fait, c'est ça. Et dans le national-socialisme, d'abord, il y a ça. Maintenant, comment le national-socialisme aujourd'hui se mettrait en place si on avait l'opportunité, l'avenir le dira, il ne faut pas se fixer, croire qu'on va singer ce qui a été fait en 1933. Nous ne sommes plus en Allemagne en 1933. Beaucoup de choses ont bien changé. Et il ne faut pas donc vouloir singer le passé. Et il ne faut pas non plus prévoir comment ça se fera au futur. Ce que je peux dire par contre, c'est que si personnellement je suis seul, je veux dire, moi je vois un national-socialiste qui revient, mais de façon pacifique, une révolution pacifique, et une révolution qui ne serait pas sanglante, une révolution où il n'y aurait pas de persécution. Voilà comment je vois. Mais après, comment ça se passera dans les faits, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Alors vous avez dit, à un moment vous avez nommé le fait d'être seul, ça m'amène à vous poser une question, c'est que souvent dans vos vidéos, vous parlez du fait que le peuple n'est pas prêt à entendre nos idées, que justement le peuple ne s'intéressera à nos idées que lorsqu'il y aura une situation critique en France. Alors n'est-ce pas un constat pessimiste? N'avez-vous pas peur que ce message décourage les jeunes militants? Voilà, qu'avez-vous à dire pour cet espoir? Comment vous, avec cette vision-là, vous faites pour garder espoir? Alors, d'abord, encore une fois, je n'ai pas à savoir si mon message est décourageant ou pas. Il faut savoir si mon message est vrai ou faux. Et je pense que 2002 a largement démontré que le peuple n'est pas prêt à nous entendre. C'est pas possible. Et le peuple ne sera prêt à nous entendre que quand il y aura un collapsus généralisé. Alors maintenant, vous allez me dire, mais alors les jeunes militants, quoi faire? Mais il faut être présent sur le terrain. Parce que quand il y aura un collapsus généralisé,
il faudra être là pour ramasser le pouvoir qui sera dans la rue. Il faudra bien qu'un homme providentiel se lève, et si nous ne sommes pas là, si nous n'avons pas préparé, eh bien on loupera le coche. Donc, il faut toujours être présent, toujours être là, toujours combattre, toujours recruter, etc., pour être justement, pour sans cesse occuper le terrain, afin que lorsque, je dirais, le train de la Providence passera, pouvoir le prendre. Maintenant, autre chose, qu'est-ce qui va se passer à vue humaine? À vue humaine, il est évident que tout est perdu. À vue humaine, on ne voit pas comment on peut remonter la pente. Mais la vue humaine n'est rien. Il y a au-dessus de nous la providence, au-dessus de nous des choses que nous ne maîtrisons pas. Et on serait bien orgueilleux de pouvoir dire, avec mes petites analyses à vue humaine, alors que je ne maîtrise pas 1% de ce qui se passe, je peux vous dire que ça ne marchera pas. La providence est là, et je le dis toujours, en 27, qui aurait pu prévoir comment serait l'Allemagne en 37, et en 37, qui aurait pu prévoir comment serait l'Allemagne en 47. L'histoire est le théâtre de l'imprévu. Donc, luttons pour la vérité, luttons dans le droit chemin, luttons sous le regard des divinités ou de Dieu, dépend ce que vous croyez, mais luttons et Dieu nous offrira la victoire. Alors une dernière question, est-ce que vous avez un message particulier en ce jour à adresser soit aux jeunes engagés, soit aux gens qui n'y connaissent rien, ou même aux deux à la fois? Le message que j'ai, eh bien, il serait le suivant. D'abord, il faut lutter contre soi-même, contre ses propres penchants au désespoir, justement à la facilité. Et alors après, on lutte à son niveau, au niveau à partir duquel on est. Pour ceux qui militent, je dirais, continuez dans le voie du militantisme. Pour ceux qui sont hésitants, eh bien, engagez-vous. Et puis pour ceux qui ne comprennent pas, prenez le temps un peu de comprendre et dites-vous, si on condamne un gars comme moi à 2 ans de prison, c'est peut-être qu'il dit la vérité. Voilà. Merci Monsieur Renoir, la paix soit sur vous. Merci, vous aussi.